Je suis sûr que, comme beaucoup de monde, vous aimez aller visiter les salons de l'automobile. Mais les salons de l'auto, à part dans quelques grandes villes, il n'y en a pas beaucoup. Et on n'a pas toujours ni le temps, ni les moyens de s'y rendre. Et dans un pays grand comme les États-Unis, en plus, c'est rarement la porte à côté. Et ça, c'est bien ce qu'a constaté la direction de General Motors dans les années 30. Alors ils se sont dit que si les gens ne peuvent pas venir dans nos salons, on va emmener les salons chez eux. Allez, aujourd'hui on va parler de la Parade du Progrès et du Motorama. C'est parti! Du 27 mai 1933 au 31 octobre 1934 s'est tenue la 21e Exposition universelle à Chicago, autrement appelée un siècle de progrès. Et son leitmotiv c'était « La science découvre, la technique l'applique et l'homme s'y conforme ». Et forcément, une telle exposition réservait une place de choix aux constructeurs automobiles de l'époque. Et de tous ces constructeurs, il paraît que c'est General Motors qui avait le plus beau des pavillons. Et c'est vrai qu'avec son style art déco, il avait franchement de la gueule. Mais très inspirés par tout cet étalage de technologie et de nouveautés, les dirigeants de General Motors se sont dit qu'il était dommage de ne pas avoir pu toucher plus de personnes. Pour la majorité des Américains, en 1934, en effet, Chicago, c'était déjà presque le bout du monde. Alors le directeur de la recherche de General Motors, Charles Kettering, va avoir l'idée d'exporter cette exposition dans tout le pays, mais à plus petite échelle bien sûr. Et c'est comme ça que va naître la Caravane du Progrès. Son but, c'était pas juste de déplacer des voitures de ville en ville pour les montrer au plus grand nombre, il y avait déjà des réseaux de concessionnaires à l'époque pour ça. Non, le but c'était de faire découvrir aux Américains toutes les dernières innovations technologiques, que ce soit en matière d'automobile bien sûr, mais aussi en matière d'aviation ou de ferroviaire par exemple. Et pour y arriver, il va leur falloir pas moins de 2 ans de travail acharné pour mettre leur exposition itinérante sur pied. Mais pour bien marquer les esprits, il leur fallait une véritable icône, quelque chose qui marquerait les gens au premier coup d'œil et que personne n'avait encore jamais vu. Alors, pour ouvrir la route au convoi qui déplaçait tout ce cirque, ils ont construit 8 camions au design unique, les Streamliners. Et à chaque arrivée dans une nouvelle ville, les Streamliners paradaient dans l'avenue principale, précédés par une berline Chevrolet rallongée qui servait de quartier général à tout ce petit monde. Alors une fois arrivés sur place, les équipages étaient chargés de mettre en place le chapiteau et tous les stands d'exposition. Les Streamliners, eux bien sûr, s'offraient la vedette en étant positionnés en 2 colonnes de 3 camions pour servir de mini-hall d'expo et guider les visiteurs vers le grand hall. Le 7e camion, lui, était positionné à l'entrée et servait à l'accueil du public, et le 8e restait en réserve au cas où l'un d'eux lâcherait en route. Et à chaque fois, la caravane restait sur place 3 ou 4 jours, permettant à des milliers de personnes de venir découvrir les dernières innovations avant de repartir vers de nouveaux horizons. De 1936 à 1940, la Caravane du Progrès va sillonner le pays, visitant 250 villes allant même jusqu'à Mexico et Cuba. Au total, elle aura parcouru plus d'1 million de miles et aura accueilli pas moins de 12 millions de visiteurs. Alors bien sûr, ça peut paraître énorme aujourd'hui de voir de tels chiffres pour un simple chapiteau ambulant, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. En 1936, on commence à peine à sortir de la Grande Dépression, et il faut redonner espoir en l'avenir à tout ce petit monde. Il faut aussi se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de télé dans les foyers. Ils possédaient parfois un poste de radio, mais le meilleur moyen de se tenir informé, c'était dans les journaux ou dans les bibliothèques. Alors pour tous ces gens de l'Amérique profonde, à l'écart des grandes métropoles, voir débarquer chez eux cette caravane, c'était un véritable événement qui attirait du monde à des dizaines de kilomètres à la ronde. Donc de 1936 à 1940, la caravane ne va pas arrêter de se développer et va compter jusqu'à 40 camions. Le chapiteau de départ va vite être remplacé par une tente beaucoup plus moderne, l'aérodome, avec une armature métallique extérieure et une toile argentée pour plus de modernité. De plus, un nouveau pavillon va être dédié à la marque Frigidaire, qui était la division électroménager de General Motors. Bah oui, si jusque-là une majorité des visiteurs étaient des hommes, ajouter un pavillon qui présentait toutes les nouveautés en matière d'électroménager, c'était le meilleur moyen de faire venir des femmes et donc de nouvelles clientes potentielles. En 1940, la Caravane du Progrès va se métamorphoser. En plus des expositions statiques, elle va maintenant proposer des spectacles pour mettre en valeur leurs plus beaux prototypes et attirer encore plus de monde. Et pour l'occasion, la Caravane du Progrès va donc être renommée Parade du Progrès. Et oui, je vous l'ai déjà dit, pas de télé à l'époque. Alors avoir l'occasion de voir une exposition moderne qui donne en plus maintenant accès à des spectacles dans le bled où vous habitez, forcément, ça fait venir encore plus de monde. Et autre fait marquant, ils vont créer de nouveaux camions, beaucoup plus modernes, au design art déco, les futurs liners, mais qui, il faut bien l'avouer, mettent un véritable coup de vieux aux anciens Streamliners. The General Motors Parade of Progress.
traveling the high roads and byroads of America, bringing to millions of Americans in their own hometowns the fascinating story behind modern industry, showing actual performances of many of the amazing processes of research that lead to a new and better mode of living for all of us. Fabriqués à l'origine pour l'exposition universelle de 1939 à New York, les futurs liners vont proposer des animations mises à jour. Mais malheureusement, ils n'auront pas le temps d'être beaucoup utilisés, puisque tout ça va s'arrêter avec l'entrée en guerre des États-Unis. Et ce n'est qu'en 1949, après que l'Amérique a soigné ses blessures, que General Motors va remettre le couvert. Mais pas avec une parade itinérante cette fois-ci. Non, cette fois-ci, ils vont lancer le Motorama, un véritable salon de l'automobile comme on peut encore en voir aujourd'hui. En fait, je devrais plutôt dire relancer le Motorama, parce que le premier du nom a eu lieu en 1933. Mais à l'époque, ce Motorama il était réservé à un public trié sur le volet, des clients privilégiés invités par General Motors pour visiter leur exposition, qui se déroulait dans la grande salle de bal du Waldorf Astoria à New York. Pas vraiment ce qu'on peut appeler une cérémonie grand public. Mais en 1949, le Motorama nouvelle version va se démocratiser et sortir de New York. Bon, par contre, fini la caravane qui se déplace de ville en ville à travers l'Amérique profonde, cette fois-ci le salon va aller se montrer dans les grandes villes comme Miami, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ou encore Dallas. En fait, là où se trouve la clientèle avec le meilleur pouvoir d'achat dans un pays en plein boom économique. Et c'est dans les années 50 que General Motors va connaître son âge d'or, en plein Space Age. Et si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous devez savoir à quel point j'aime cette période. Après-guerre, le monde est entré dans l'ère de l'aviation à réaction et de la conquête de l'espace. Et forcément, ça va inspirer toute une génération de designers. Et je peux vous dire qu'ils vont vraiment se lâcher avec des concept cars tous plus fous les uns que les autres, des voitures qu'on surnommera même les Dream Cars, les voitures de rêve. Allez, admirez-moi le travail. Buick presents the sleek Centurion. Driving Coat by Montesano of New York. Oldsmobile's elegant golden rocket. Sports Outfit by Pat Primo of Los Angeles. Pontiac's Club de Mer, open to the sky. Costume by Emilio of Capri. And last of all, designed for the electronic highway of the future, the fabulous turbine-powered Firebird 2. Mais en plus de ces concept cars de folie, ils vont mettre en scène la présentation de tous leurs derniers modèles grâce à la Motorama Revue. Thrilled to the courageous and forthright statement made to business leaders by GM president that presented each of the 5 1954 production cars. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont proposer en plus un pavillon entièrement destiné aux ménagères, avec leur marque, Frigidaire encore une fois. But this was a kitchen like none I'd seen. Put a card in the slot and onto the screen pops a picture of just how your dish will look, plus all the ingredients you need to cook. No need for the bride to feel tragic. The rest is push-button magic. So whether you bake or broil or stew, the Frigidaire kitchen does it all for you. Don't have to be chained to the stove all day. Just set the timer and you're on your way. Et là encore, ils vont présenter toutes les dernières innovations. Et oui, c'est peut-être dur à imaginer aujourd'hui, mais des frigos congélateurs, des lave-vaisselle ou encore des fours à micro-ondes, comme on en a tous aujourd'hui dans nos cuisines bien sûr, et ça à l'époque, ça faisait vraiment rêver. Et pendant que monsieur pouvait aller admirer sa future voiture, madame, elle, pouvait imaginer ce que serait son futur intérieur. Et fort de ce succès, General Motors va relancer les Parades du Progrès en 1953. Après avoir passé 12 ans à l'arrêt, les futurs liners vont être entièrement restaurés non seulement en matière de mécanique, mais surtout en matière d'animation. Et maintenant qu'on est entré dans l'ère du nucléaire et de l'aviation à réaction, ils vont recruter de jeunes universitaires pour animer les stands et présenter les dernières technologies.
En gros, c'était un peu les influenceurs de leur époque, qui étaient là pour vulgariser les sciences, avec par exemple la propulsion à réaction, le principe de la climatisation, ou encore l'aménagement urbain du futur. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, en 1956, ce sera la dernière année où les Américains pourront se régaler de cette débauche de moyens savamment distillés par General Motors. Et il y aura 2 bonnes raisons pour ça. La première, c'est qu'après le grand rebond économique de l'après-guerre, l'économie américaine va commencer à se tasser, et le moral des ménages, qui était en pleine euphorie jusque-là, va commencer à baisser, surtout à cause de l'entrée en guerre des États-Unis au Vietnam. La deuxième raison qui mènera à la fin du Motorama et à la parade du progrès, c'est la télévision. Je vous l'ai expliqué, jusque dans les années 50, ces expositions créaient de véritables événements qui attiraient masse de monde. C'était le seul moyen pour beaucoup de gens de toucher du doigt des choses qu'ils ne reverraient sûrement plus jamais de leur vie, et d'assister en prime à des spectacles grandioses. Mais avec la démocratisation des postes de télé dans les foyers, plus besoin de se déplacer pour voir du spectacle, et le canapé était devenu le nouveau lieu de divertissement des familles. Et ça, bien sûr, les constructeurs automobiles l'ont aussi bien compris, puisque finalement, il revenait beaucoup moins cher de faire des campagnes publicitaires à la télé, qui allaient rentrer dans tous les foyers, que de brasser toute une logistique à travers le pays entier. Le Motorama ne revivra qu'une dernière fois en 1961, mais sans réelle ambition, et tous les médias s'accorderont pour en faire une bien pâle description. Certains futurs liners connaîtront une brève seconde vie en étant repris par d'autres entreprises avant de finir à pourrir sur un parking. Aujourd'hui, 4 de ces mastodontes ont complètement disparu de la circulation, mais les survivants, eux, sont devenus de véritables icônes qui ont été ou sont en cours de restauration. Et chacune de leurs apparitions est un petit événement à lui seul. Allez, juste pour info comme ça, en passant, en 2022, un futur liner entièrement restauré a été vendu pour la modique somme de 4 millions de dollars. Alors je suis sûr que vous pensez comme moi que c'est bien dommage de ne pas avoir droit plus souvent à des salons automobiles. Depuis des années, les salons de l'auto se dégarnissent. De plus en plus de constructeurs se détournent de ces événements qui coûtent une blinde. Et les dernières fois que je suis allé au Mondial de l'Auto à Paris, quelle déception par rapport à ce que j'avais pu connaître dans les années 90. Et c'est valable aussi pour les salons aéronautiques, comme le Bourget par exemple. De moins en moins d'avions en statique ou en vol, et surtout des halls d'exposition de plus en plus vides. Par contre, si vous êtes fan de Join, de Durit ou de Rive et Aviation, là, vous trouverez votre bonheur. Mais pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre les gens de se déplacer pour ça. Bref, fini cet âge d'or où ambition et optimiste n'étaient pas des gros mots. Mais heureusement, aujourd'hui, vous avez YouTube et ma chaîne pour vous faire revivre un court instant cette époque bénie, où tout était permis. Alors pour continuer à en profiter, abonnez-vous, activez la cloche, et nous on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss! On across America, ever telling the fascinating story behind modern American science and industry and what it means to all of us.